Et aujourd'hui, si on n'avait pas créé ce cabinet et qu'on avait la même expérience en ayant fait d'autres choses, soit on le créerait peut-être pas, soit on le créerait, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Parce que lorsqu'on a lancé ça, on l'a lancé avec beaucoup de naïveté, beaucoup de naïveté. Et en fait, à un moment, faut arrêter de se poser trop de questions. Et c'est la preuve, par A plus B, que vas-y, ferme ta putain de gueule et vas-y. Et c'est tout, et tu verras ce qui se passe. Et si ça foire, c'est pas grave parce que ça sera la plus belle expérience potentielle entrepreneuriale de ta vie et la plus belle leçon d'apprentissage qui te permettra de mieux réussir ton prochain projet. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Robin, merci d'être là aujourd'hui. Yes, salut Gérald, comment vas-tu? Ben ça va, super. Et toi? Eh bien, écoute, la patate, on est là pour expliquer quels sont les 20% d'actions qui nous ont rapporté 80% de résultats. Et étant un enfant de la loi de Pareto, je vais plutôt t'expliquer quels sont les 5% des 5% d'actions qui m'ont rapporté 99% de résultats. Comme ça, du coup, on va rentrer à l'essentiel en mode efficience ultime. Bon, mais c'est super. T'es où là? T'es à quel endroit en ce moment? Je suis ici. Je sais pas si tu vois. Je suis à Dubaï. Ouais, je suis à Dubaï. Je me suis acheté une voiture, je me suis acheté une montre, je suis devenu un gros kéké. Dubaï m'a pris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jamais j'aurais pensé que j'allais me retrouver là-bas. Dubaï m'a pris parce que énergie de dingue, opportunité, réseau, mode de vie quand tu es entrepreneur, que tu as un peu d'argent, un peu de liberté, qui est, on va pas se mentir, exceptionnel, même s'il y a plein d'aspects de cette ville qu'on n'aime pas, hein. Superficiel, il fait chaud, il n'y a pas trop de verdure, etc. Mais il y a quand même beaucoup de bons côtés qui font que vu que tu es entrepreneur, que tu as de l'argent, que tu peux voyager, tu as beaucoup de liberté, en fait, du coup, ça s'enquille bien. Et niveau mindset, et j'ai rencontré plus de monde en 2 semaines ici qu'en 2 ans à Barcelone. Donc, partant de ce constat-là, quand on est entrepreneur, on se doit d'être avenant, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des gens. Et ici, même si tu veux pas sortir de ta zone de confort, ça te tombe sur le coin de la gueule. Tu peux pas y échapper à Dubaï. Donc, voilà pourquoi actuellement je suis là et je vais rester, je pense, pour un petit bout de temps parce que pour le moment, les planètes s'alignent et c'est vraiment cool, quoi. Ok, donc tu y allais un peu par nécessité parce que tu avais besoin de revivre un peu, de regagner un peu de liberté et au final tu t'y es bien plus, quoi. C'est cool. Ouais, je pense que quand tu es entrepreneur, nous avec Hamza, quand on a démarré l'entrepreneuriat, on était un petit peu tous les deux. Déjà, on avait la chance d'être deux parce qu'il y en a qui sont tout seuls, hein. Je sais que là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a probablement qui sont tout seuls, qui sont en train de se lancer, qui sont lancés, qui se sentent seuls. C'est difficile d'être seul parce que c'est plus long, parce que quand tu dois surmonter des échecs, c'est beaucoup plus compliqué de les gérer tout seul. Quand tu dois fêter des victoires, c'est forcément un petit peu plus triste de les fêter tout seul. Donc, il faut en fait vraiment le plus rapidement possible mettre en place des actions pour conditionner votre mindset, votre cerveau et changer votre environnement et être dans un environnement. L'être humain, c'est un animal social. On est fait pour être avec les autres. Et si vous voulez évoluer, si tu veux grandir, si tu veux level up, il faut vraiment que tu sois auprès de personnes, voilà, qui t'inspirent, auprès de personnes qui ont 10 ans d'avance et qui vont te montrer la voie de manière consciente ou inconsciente. Et c'est pour ça que pendant plusieurs années, on était tout seul finalement avec Hamza, on se sentait seul. C'est pour ça qu'on a rejoint un mastermind. C'était même pas pour le business, c'était finalement pour trouver une seconde famille business, pour être avec des gens qui pouvaient juste parler notre langage, hein, parce que nous, on a notre ami, cercle social, etc. sont pas des entrepreneurs. Et du coup, on voulait simplement en fait être avec des gens qui nous comprennent, hein, se sentir compris, se sentir accepté, avoir ce sentiment d'acceptation dans un groupe. C'est hyper important dans la pyramide de Maslow. Voilà, hein, ça vient sentiment d'appartenance, après sentiment d'accomplissement. C'est des choses, c'est indispensable d'être auprès de ses pairs, auprès des siens finalement. Et donc pourquoi on a rejoint un mastermind, c'était pour ça. Ensuite, j'ai déménagé à Barcelone parce que j'en pouvais plus de la grisaille de Paname et de cette ambiance de merde et c'est relou, voilà, c'est relou, voilà. On va pas passer 15 plombs là-dessus. Donc Barcelone parce que plus de soleil, à côté de Paris, etc. Mais pareil, donc il y a 1 an et demi à Barcelone, mais pareil. Alors soit j'ai été mauvais, et je les ai pas trouvés, mais c'est pas trop un environnement business, j'ai l'impression. C'est pas un cocon entrepreneurial. Après, niveau conditions de vie, c'est quand même idéal. T'es à 2 heures de Paname, il fait beau toute l'année, t'as la plage, c'est une ville super cosmopolite. Il y a plein d'endroits, enfin il y a plein de
culturellement, c'est une ville très riche pour faire la fête, c'est top aussi. Après, je suis arrivé aussi, du coup, 6 mois après, c'était le Covid, donc pas top. Et en fait, je suis re-rentré dans ce cercle-là. Je me sens seul. Donc, tu passes t'es dans un mastermind, tu voyages 6 mois dans l'année dans les endroits les plus ouf, à Covid, confinement, tu restes chez toi et tu fermes ta gueule. Donc, si tu veux, le transfert, le gap, il était un peu relou. Et là, on s'est dit avec Hamza, il faut que ça change, il faut qu'on fasse un truc. Donc, déjà, pour ça qu'on a créé notre mastermind. Et surtout, j'ai senti que c'était le moment de quitter Barcelone. Donc, projet de m'installer à Bali. Parce que je me suis dit, conditions de vie de dingue, j'y suis allé, j'adore cet endroit, c'est fou. Donc, je devais partir le 15 janvier. Le 14, ils ferment les frontières. Donc, du coup, j'ai rendé mon appart, j'ai dû trouver un plan B. Le plan B, ça a été Dubaï. J'étais pas du tout attiré par cette ville initialement, mais je savais que je pouvais sauter en parachute là-bas puisque je saute tout seul. Donc, je me suis trouvé un prétexte pour y aller. Et du coup, je suis parti à Dubaï. Au final, je peux pas sauter parce qu'il faut 1000 sauts pour sauter au-dessus de la palme. Mais dès les premiers jours, en fait, je suis arrivé, je me suis fait gifler la gueule par le Burj Khalifa déjà. Et en fait, là, il s'est passé un truc intérieurement où putain, tu dis waouh. Wow, c'est l'être humain qui a fait ça. Je suis un être humain, ça veut dire que je suis en capacité de faire ce qui est en face de moi. Et tu as l'impression que c'est un ovni, le truc, c'est un vaisseau extraterrestre. Moi, j'ai pris un truc en face du Bourges pendant un mois et j'ai pris une gifle énergétique. Et du coup, en fait, je crois que je vais rester là. Hein. Je vais pas aller à Bali parce que Bali, c'est plus une énergie finalement repos, vacances, retraite, méditation, machin truc. Et moi, je suis plus là pour mettre des manchettes. Je ferai de la méditation plus tard en vacances à Bali. Et voilà pourquoi je suis à Dubaï. Mais je vous explique ça parce que le message que je veux faire passer, c'est l'environnement. Là aujourd'hui, pourquoi je veux rester à Dubaï, c'est parce que je me sens bien dans cette ville. Et pourquoi je me sens bien dans cette ville? Parce que j'ai jamais rencontré autant de personnes. Donc alors après, faut faire attention, tu rencontres de tout et n'importe quoi ici. Mais bon, après, au fil des années, tu commences un petit peu à comprendre avec qui il faut être et avec qui il faut éviter d'être. Il y a des signaux assez rapidement que tu peux détecter. Et en fait, ouais, tu rencontres énormément de personnes. Putain, mais je rencontre des mecs, mais j'ai rencontré un mec, il a 37 balais, il s'est acheté une mine de cuivre au Liban. Je sais pas si tu imagines le délire que c'est. Il me raconte ses histoires que lui, ses problèmes de business, c'est des drones qui sont abattus par les Américains ou les machins. Enfin, des trucs, des histoires de dingue. Et tu rencontres que des gens comme ça. Hier, j'étais en soirée avec un petit qui s'appelle Teddy de 21 ans qui a monté un fonds d'investissement. Il gère 110 millions pour des clients aux États-Unis. Le mec, il a 21 ans, mais tu te dis, mais en fait, je suis où là? Et tu te prends que des claques comme ça. Tu rencontres des gens qui sont trop cool, machin truc, ça te pète des croyances inconscientes en l'espace de 2-3 mouvements et c'est ouf. Donc voilà pourquoi je suis à Dubaï, parce que ça conditionne mon mindset, mon cerveau, parce que je suis dans un environnement où ici à Dubaï, on aime ou on n'aime pas, mais ce qu'ils ont fait en 30 ans, c'est une prouesse mais incroyablissime. Et en fait, ça te conditionne toi inconsciemment à tout est possible en fait. L'impossible n'existe pas à Dubaï parce que ici leur concept, on aime ou on n'aime pas, mais c'est de faire tout en plus grand. Et du coup, il y a quand même certains trucs qui sont hyper impressionnants, tu vois. Et même si, voilà, il y a beaucoup de m'as-tu vu, superficiel, kéké, beauf, machin truc, quand même, en fait. Même si, oui, d'accord, mais quand même, ça reste impressionnant. Ouais, le sous-jacent, il est là, quoi. Ouais. Ah ouais, complètement. Ouais, quand le mec il te raconte qu'il a des drones qui se font abattre au-dessus de sa mine et que toi tu lui dis j'ai mon business manager qui s'est fait bloquer sur Facebook, c'est pas le même délire. Ouais. Bon, est-ce que tu peux nous recontextualiser, expliquer un petit peu ce que tu faisais au départ avec Hamza, ton associé, votre business, comment vous avez démarré et ce que vous faites aujourd'hui? Yes, alors du coup, moi j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, rejet de l'autorité et du système un petit peu pyramidal. Salarial, j'entends, donc je savais que voilà, c'était pas fait pour moi très clairement. Donc j'ai dû trouver un plan B. Le plan B, c'était de devenir entrepreneur. Donc j'ai fait une école de commerce qui m'a pas servi à grand chose, mis à part le fait que j'avais un stage à faire à l'étranger en master 1. Je savais que Hamza, connaissance de connaissance, pote de potes, était à Sydney à ce moment-là. Je lui envoie un message. Il m'a aidé à trouver un stage, donc je suis allé à Sydney. Et puis là, c'est là que le fit s'est fait directement. Là, on avait la fibre entrepreneuriale. On s'est dit on va niquer le game. On sait pas ce qu'on va faire, mais nique sa mère, on va le faire et violemment. Donc je vais te passer les projets foireux qu'on a lancés au début. Mais du coup, on était déterminés à lancer quelque chose et puis on est rentré à Paris. Je suis en master 2 d'école de commerce. J'ai mon stage de fin d'études à faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais voir ma directrice et je lui dis bon voilà, je sais que j'ai un stage de fin d'études à faire. Donc il y a deux options très clairement. Soit vous me donnez la possibilité de faire mon stage dans ma propre création d'entreprise. Vous me donnez la possibilité d'intégrer l'incubateur d'HEC puisque vous êtes partenaire de la CCIP, je le sais. Soit je ferai un faux stage comme les 3
3 premières années, mis à part Sydney, que j'ai faites et vous ne le saurez pas. Et c'est pas ce que vous avez envie. Donc, elle m'a dit très bien. Je te recontacterai pour un conseil de discipline dans les prochains jours. Et c'était pas une bonne idée d'avoir dit ça. Donc ils m'ont foutu un conseil de discipline parce que bah voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je l'ai dit. Et justement lors du conseil de discipline, je leur ai fait comprendre par A plus B que putain, laissez-moi, vous êtes des entrepreneurs. Ok, vous voulez vendre votre putain d'école à la con. Donc laissez-moi monter ma putain d'entreprise dans cet incubateur et je vais être un ambassadeur pour vous. Donc du coup, au lieu de me prendre un truc de je sais pas quoi ou de m'allumer mon diplôme, ils m'ont foutu dans ce fameux incubateur. Et c'est là que tout a démarré. On était dans des bonnes conditions avec plein de porteurs de projets, des coachs, enfin, qui étaient des entrepreneurs dans plein de domaines de compétences. Et là, on s'est positionné sur le VTC, sur la niche du VTC. Parce que c'est Uber arrivé en 2014, c'est arrivé, le succès était foudroyant et c'était assez incroyable en fait ce modèle économique de tu crées ton entreprise, tu conduis une voiture, tu appuies sur ton téléphone et tu as des clients en fait, moyennant une commission, tu as des clients illimités. Et puis les chauffeurs Uber en 2014-2015, c'était 8 000 € de chiffre d'affaires qu'ils faisaient, c'était 4 000, 5 000 € dans leur poche. Il y avait du Uber Pop ou je sais même plus comment ça s'appelait. Il y avait même pas besoin de la carte VTC. Enfin, c'était un délire très clairement. Ça a foutu un peu la merde avec les taxis, etc. Mais c'était révolutionnaire. Et on s'est dit bon on va se positionner là-dessus. Donc c'était pas un business très concrètement. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle était dégoûtée parce que ça fait pas rêver. Je vais créer une société de transport. C'est à l'ancienne le truc qui fait pas rêver du tout. Mais on s'est dit ok, on va faire ça. Moi j'avais quand même la fibre business. Hamza lui la fibre très opérationnelle. Donc il a passé sa capacité de transport, ce qui nous permettait de pouvoir recruter des chauffeurs et donc du coup d'avoir une flotte de véhicules. On a fait des business plans. On a levé des fonds auprès de la banque pour acheter des véhicules. Donc, on avait les véhicules financés, on recrutait les chauffeurs et puis voilà, on faisait tourner ça. Donc, on est monté une petite flotte de véhicules comme ça. On s'est développé très rapidement. En parallèle de ça, moi, je regarde un webinar de Olivier Roland. C'était en 2014. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vois que j'ai vu qu'il y a 2-3 mois, il a fait exactement le même putain de webinar 6 ans après ou 7 ans après, exactement le même. Incroyable. Comme quoi, le mec, on change pas une équipe qui gagne ou alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas changé, mais il n'a pas changé. Et dans son webinar, je vois que à la fin, il te vend un produit à 2000 balles. Il te dit oh félicitations Mélanie, félicitations Victor, oh bravo Martin truc. Attends, mais je dis mais attends, arrête-toi là. Je fais mes calculs, je fais attends, il vient de se faire 20 000 balles en 10 minutes. Là, je dis mais c'est pas possible, c'est du délire ce truc. Et là, je dis Hamza, faut qu'on crée un blog. Faut qu'on crée un blog et on va le créer sur le VTC. Il y a un truc à faire. Donc, on crée un blog sur le VTC qui s'appelle La Bible du VTC. Et puis voilà, c'est là que ça démarre. Ensuite, avec ce blog, on commence à avoir une petite visibilité. Ensuite, vu qu'on était dans l'incubateur, on avait la possibilité de donner des formations en physique. Donc, on n'avait même pas de société de transport encore. On attendait la capacité, le diplôme d'Hamza, on attendait de recevoir tout ça. Mais on formait déjà des mecs à créer une société et la développer. Donc, ils venaient dans l'incubateur. Au début, il y en avait 1, après, il y en avait 2, après, il y en avait 5, après, il y en avait 15, après, il y en avait 30. On faisait des classes. Les mecs de l'incubateur, ils disaient, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel que vous êtes en train de faire? Il y avait des chèques qui traînaient partout, tout le monde payait en cash, on se pétait des bouteilles de champagne tous les vendredis. C'était n'importe quoi, c'était nos premiers tu vois. Et on se faisait la première semaine, on avait fait genre 15 000 balles, c'était fou pour nous, tu vois. Et là, comme quoi, leçon numéro 1. Quand tu es sur un positionnement et que tu veux créer, si tu veux, une LTV, donc long term value, c'est comment tu vas créer de la valeur sur le parcours client sur le long terme et comment en fait finalement tu vas créer des business et des business satellites dans ton écosystème qui vont pouvoir justement se plugger dans ce que tu as déjà créé. Donc règle numéro 1, c'est toujours déjà règle numéro 1, tu peux avoir des idées, mais tes idées, on n'en a rien à foutre et elles sont probablement merdiques. La seule et unique vérité, c'est dans la bouche de tes prospects et de tes clients. C'est eux qu'il faut écouter, c'est eux qui ont raison, jamais toi. Et donc, du coup, lorsqu'on faisait ces formations physiques, on leur expliquait l'importance justement d'avoir un bon expert comptable pour lancer son projet, que c'était un partenaire super important. Du coup, ils nous demandaient, est-ce que vous n'avez pas un cabinet comptable à nous recommander pour la création ou justement pour la tenue de comptabilité? Donc, on disait oui, on a, donc on faisait un partenariat, on faisait de la sous-traitance avec un cabinet comptable. Et là, du coup, une problématique auquel on avait déjà fait face quand on avait lancé des business foireux de vente de drones à l'époque en dropshipping avec la Chine. Donc, c'est que tu ne maîtrises pas la chaîne de valeur, donc tu maîtrises pas ton business et c'est compliqué. Là, c'était pareil. Vu qu'on recommandait un cabinet comptable, c'était pas notre cabinet comptable. Du coup, c'était finalement compliqué de maîtriser la qualité au final et c'était notre image qui était impactée derrière. Et puis, à ce moment-là, on se dit avec Hamza, 2 petits cons de 22 ans,
Moi, je venais de passer mon examen Master 2, j'avais eu 5 sur 20 en compta, un truc comme ça, l'examen de compta. Et là, je le regarde et je lui dis, mais vas-y, on s'en bat les couilles, viens, on crée notre putain de cabinet comptable. Et c'est ce qu'on a fait. On allait sur l'art des experts comptables, on a tapé une annonce, recherche expert comptable pour ça. On a vu des experts comptables, on en a vu une, on lui a dit, voilà, parce qu'on est assez fort quand même pour savoir vendre des projets et un peu vendre du rêve aux gens. Voilà, on est fort pour ça. J'ai toujours été très fort en vente, en entretien d'embauche, lorsque je devais faire des stages, des machins, des trucs. Et puis après, il déchantait gravement, mais j'ai toujours été très fort pour me vendre. Et du coup, là, je lui ai vendu le projet. Elle a fait, c'est bon, on y va direct. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a créé notre premier cabinet d'expertise comptable. Donc, l'idée, c'était que nous, on ramenait des clients. Elle s'occupait de la construction du cabinet. Elle travaillait chez KPMG. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'elle n'avait pas d'expérience entrepreneuriale. Et du coup, finalement, en fait, c'est nous qui avons créé de toutes pièces avec elle le cabinet d'expertise comptable, les process, les recrutements, les machins. Et on a travaillé très, très dur pour développer ce cabinet. On est devenu leader numéro 1 en France. En un an, on est passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas dans le monde de la comptabilité des croissances aussi fulgurantes. Et on s'est même fait contrôler par l'ordre des experts comptables. Je te mets pause 30 secondes parce que juste là-dessus, je me l'étais noté, il fallait absolument qu'on en parle. Je te laisse finir après, mais en termes de zéro plafond de verre, zéro limite, c'est top parce que monter un cabinet d'expertise comptable, on parle pas de rien. C'est un métier qui est normé, ouais. Hyper institutionnel. C'est un truc. Enfin, on n'est pas éligible pour faire ce genre de truc normalement. Dans nos têtes, on se dit ok, c'est pas possible, tu vois. On est éligible pour aller sur Mars. Non, mais bien sûr. Mais en fait, ça, à 22 balais, monter un cabinet, c'est juste, pour moi, c'est un des trucs, même si ça avait foiré, imaginons que c'est foiré, je trouve ça juste oufissime. Et en termes d'explosion de croyances limitantes, je pense qu'on est au top de ce qu'on peut faire. C'est, en gros, derrière, tu aurais pu monter une banque éventuellement, et puis c'est tout. À part ça, tu n'aurais rien pu faire. Enfin, tu es allé au top, tu vois, du truc. Et ça, c'est top. J'en parlais à Hamza l'autre jour. Et c'est juste oufissime. Moi, j'ai mis quasiment 5 ans avant de dire j'investis. Je suis investisseur dans quelque chose. Et alors que j'avais des chiffres plus costauds que certains mecs qui l'assumaient et qui le revendiquaient et qui le créaient sur tous les toits. Donc, en termes d'identité, etc., et d'explosion de croyances, je trouve ça oufissime et ça, c'est dingue. Alors en fait, tu sais quoi, je vais te dire une chose, c'est que ce cabinet, on l'a créé, c'était foudroyant, enfin c'était super rapidement la vitesse d'exécution et la création de ce cabinet. Et aujourd'hui, si on n'avait pas créé ce cabinet et qu'on avait la même expérience en ayant fait d'autres choses, soit on le créerait peut-être pas, soit on le créerait, mais ça prendrait beaucoup plus de temps parce que lorsqu'on a lancé ça, on l'a lancé avec beaucoup de naïveté, beaucoup de naïveté. Et en fait, à un moment, faut arrêter de se poser trop de questions. Et c'est la preuve. Par A plus B, que vas-y, ferme ta putain de gueule et vas-y. Et c'est tout et tu verras ce qui se passe. Et si ça foire, c'est pas grave parce que ça sera la plus belle expérience potentielle entrepreneuriale de ta vie et la plus belle leçon d'apprentissage qui te permettra de mieux réussir ton prochain projet. Donc, c'est avec beaucoup de naïveté qu'on l'a fait et sans trop se poser de questions parce qu'en fait, mais quand tu réfléchis 2 secondes de monter un cabinet d'expertise comptable, tu ne connais rien et tu es mauvais à la comptabilité et tu n'aimes même pas particulièrement ça. En plus, quand tu réfléchis à vraiment l'exécution opérationnelle, la mise en place du truc, c'est du délire. Mais on ne s'est pas posé une seule question. On s'est dit, on va monter un cabinet comptable et on va tout niquer. C'est les seules choses qu'on s'est dit, pas plus. Et la preuve que parfois, il n'y a pas besoin de plus. Mais tu vois, c'est aujourd'hui, je te le dis avec transparence, c'est parce qu'on était vraiment naïf. Mais pour le coup, ça a payé, c'était bien, tu vois. Et je pense que voilà, quand tu lances des business, aujourd'hui, on est en train de lancer d'autres choses, etc. Vous posez pas trop de questions. Ça sert à rien. Vas-y, tu verras si ça marche pas. Et alors, il y a mort d'homme, non. Voilà, vas-y. T'as rien à perdre. Rien, que dalle. C'est tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé ce cabinet comptable. Et donc, du coup, pour finir sur la parenthèse VTC, lors de ces fameuses formations physiques, ces mêmes personnes demandaient, OK, est-ce que vous avez une école VTC à nous recommander parce qu'il fallait passer une formation VTC pour passer l'examen, pour avoir la carte, parce que c'est une activité réglementée pour pouvoir travailler. Et du coup, pareil, on avait sous-traitance avec des écoles, on s'est dit, vas-y, voilà, on va créer notre école. On a créé notre école directe, où aujourd'hui, on est en train de faire un sale, mais vraiment, vraiment sale avec cette école. Là, on a commencé, à créer un écosystème. Après, on a également compris que c'était peut-être plus intelligent de faire des formations dématérialisées que des formations physiques. Donc, on a arrêté les formations physiques. On les a transformées en formations en ligne. Et c'est là qu'on a vraiment créé un putain d'écosystème où, c'est-à-dire que la personne va rechercher sur Internet, je sais pas moi, comment devenir VTC, comment créer sa société VTC, quelle voiture acheter. On est super bien référencé grâce au blog. On est super bien référencé grâce aux vidéos YouTube également. C'est un travail de très long terme qui est chiant.
On va pas se mentir. Faut pas espérer d'avoir des résultats à court terme parce que tu n'en auras probablement pas. Mais c'est une vision patrimoniale sur le long terme. Et aujourd'hui, ça paye et on est content de l'avoir fait. Ça nous donne en légitimité. C'est très, très bien. Et aujourd'hui, quand une personne va rechercher des informations, grande chance qu'elle tombe sur nous. Donc, probabilité qu'elle se forme chez nous pour passer l'examen VTC, donc la formation VTC pour avoir la carte VTC. Probabilité à 90% qu'elle crée sa société chez nous, parce que t'inquiète pas qu'on va la verrouiller derrière, qu'elle soit ensuite en comptabilité et ensuite qu'on lui vende d'autres produits, type des formations en ligne pour développer sa clientèle privée, développer une flotte de véhicules comme nous on a fait, etc. Et là, tu crées une LTV qui commence à être assez méchante. Le coût d'acquisition d'un client, là où tu l'aurais normalement 3 fois sur 3 activités différentes dissociées, et ben en fait, on l'a qu'une fois. Et ça permet d'avoir une LTV sur un client VTC sur 3 ans qui est entre 6 et 8 000 euros sur un client. C'est énormissime. Énormissime. Et ça, c'est ultra, et j'insiste, ultra puissant de se positionner sur justement une niche et de créer un écosystème. Et c'est ce qu'on est en train de faire justement sur un marché plus grand qui est le business. On a créé un cabinet comptable également cette fois-ci sur le business, des formations en ligne, un mastermind, une agence marketing, une agence de closing, recouvrement, voilà, tout le bordel. C'est plus compliqué parce que c'est plus concurrentiel, c'est plus compliqué. Mais voilà. Patience, on y va, on se pose pas trop de questions, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant mieux aussi parce qu'on apprendra de nos échecs. Yes, c'est top, c'est hyper inspirant. J'avais une question, quand tu passes de tes projets que tu disais foireux, tu le disais toi-même, de vente de drones en dropshipping, et que tu rencontres un succès, qu'est-ce qui se passe réellement quand en fait tu as un peu ramé et que là d'un coup, tu sens qu'il y a de l'attraction, il y a un truc, ça part. Comment tu te sens et comment tu gères, hormis les bouteilles le vendredi soir? J'ai jamais eu ce sentiment de oh ça y est on a réussi ou machin ou ceci ou cela. Enfin je sais pas comment expliquer mais j'ai enfin toujours mon cerveau a toujours été conditionné à de toute façon ça va se passer comme ça et bah ouais sur le coup après quand on n'a pas ramé le truc de drone voilà c'était marrant enfin on n'a pas ramé, c'était marrant, c'était une expérience, c'était marrant. Après on a vu que c'était galère, on s'est dit vas-y on fait autre chose et on a fait autre chose et bon bah on a eu des résultats effectivement assez rapidement. On était content. C'était c'était bien parce que moi depuis quand même pas mal d'années j'étais là putain vas-y il faut que j'aie de l'argent, j'ai envie de au début généralement quand tu veux devenir entrepreneur c'est pour l'oseille très clairement c'est pour avoir ta liberté financière, c'est tes motivations principales. Après tu passes des caps, tu passes des niveaux, mais très clairement moi c'était je veux arrêter je vivais dans un 14 mètres carrés. Bon, je suis pas du tout à plaindre, c'est mes parents qui étaient partis vivre à Ibiza quand j'avais 17 ans. Ils m'ont pris un studio à République à Paris de 14 mètres carrés. Bon, c'était pas ouf. Je suis resté 5 ans là-bas, mais je suis pas du tout à plaindre. Attention, faut recontextualiser. Je viens pas de machin truc. J'ai vécu dans une famille qui m'a apporté beaucoup d'amour et tout ce qu'il fallait pour réussir, me conditionner dans la réussite dans la vie. Mais j'étais quand même dans un 14 mètres carrés et il y a quand même des mois, genre le 10 du mois, je n'avais plus d'argent sur mon compte. Je devais bouffer du pain et du beurre et c'était casse-couille. Et encore une fois, j'étais pas dans le machin truc, mais vraiment, il y a des fois, c'était casse-couille. J'avais pas d'argent, ça me cassait les couilles vraiment. Et il fallait que je trouve une solution pour juste, ne serait-ce que, mon plan, c'était générer 50 euros par jour. 50 euros par jour, ça me fait 1500 balles par mois. J'avais pas de loyer à payer. J'étais max 1500 balles par mois. Je suis tranquille, tu vois. Vraiment, je suis tranquille. Donc effectivement, quand on a commencé à rentrer nos premiers euros, bah ouais, c'est une libération, une décharge mentale de plus regarder son putain de compte, de plus penser à ça en fait, de plus penser à ah putain vas-y en plus il faut que je le rembourse machin truc, ah c'est relou, j'ai envie de m'acheter ça mais je peux pas trop, voilà. Et là j'avais 22 ans à cette époque-là et ça c'était vraiment libératoire de se dire voilà je suis plus en galère d'oseille. Ça c'était le premier truc. Et puis voilà tu savais que voilà une fois que c'est parti quoi. Et dans la constitution en fait de votre équipe, enfin de votre association avec Hamza, est-ce que vous aviez déjà les mêmes rôles au moment où vous avez fait le business de drone, ou est-ce que ça vous a aidé ce truc-là à vous structurer? Non, pas du tout. C'est anecdotique ce truc de drone. Ça a duré, je sais même pas, ça a duré 1 mois. C'est anecdotique. Mais non, avec Hamza, l'association. Bon, alors déjà, j'ai la chance d'avoir un associé qui est assez incroyable de par son état d'esprit, qui est une personne très très calme, très très posée, qui est
totalement à l'inverse de moi, donc forcément on est ultra complémentaires. Je vais vraiment être l'impulsion des projets, plus cet aspect visionnaire de on y va, on s'en bat les couilles, on y va, et lui il va faire en sorte que ça soit faisable derrière, il va faire en sorte que voilà, moi je vais être le moteur, lui il va être le volant, je vais être bleu, il va être rouge, je vais être lion, il va être éléphant, je vais être feu, il va être eau, grosso modo. Donc on est très 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 complémentaires à ce niveau-là, et c'est vrai que non, ça a pris des années de comprendre qui était qui dans le couple et qui faisait quoi. Au début, on faisait un peu tous les deux les vidéos YouTube. Moi, j'ai plus d'ego que lui, donc je voulais plus prendre de place sur le devant de la scène que lui, parce que aussi j'étais meilleur que lui, je le savais sur ça. Mais lui, en même temps, il voulait aussi avoir ce rayonnement de je suis successful, on me reconnaît, etc. Et c'était compliqué. Et c'était compliqué parce qu'on ne sait pas trop à ce moment-là. Et Hamza a eu l'intelligence de me laisser en fait à un moment sur le devant de la scène, entre guillemets sur le devant de la scène, parce que je pense qu'il a compris que c'était ma place et que lui sa place elle était autre part pour qu'on puisse exceller. Et ça a pris du temps. Hein. Ça a pris vraiment 3-4 ans à vraiment comprendre qui fait quoi et d'accepter la place l'un de l'autre. Et tu vois, comme quand on évolue, parce que moi, je suis sur le devant de la scène aujourd'hui, et parfois, j'aimerais bien ne pas l'être et être à sa place aussi. Et lui, je pense qu'aujourd'hui, il est très content d'être à sa place parce qu'on a compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. À partir du moment que c'est compris, que c'est accepté, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans l'incompréhension et qu'on ne sait pas, et que voilà. Mais j'ai beaucoup de chance parce que Hamza, c'est pas une personne d'ego. C'est une personne intelligente, calme, qui réfléchit. Donc voilà, ça se serait mal passé avec une autre personne. C'est sûr à 90%. Et quand vous lancez un business qui sort de l'écosystème, donc quand vous lancez par exemple le business en ligne, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette histoire-là parce que vous le lancez en très peu de temps et toi tu deviens visible. Vous venez, enfin pour le grand public, en tout cas moi je t'ai connu à ce moment-là, vous devenez ultra visible et ça a été ultra puissant en termes d'exécution. On voyait que ça avait déjà été fait par auparavant, pardon. Ouais. Le business en ligne, donc c'est pour recontextualiser, pour que vous compreniez ce que c'est effectivement une formation en ligne qu'on a sortie assez rapidement pour apprendre aux gens sur Internet à créer une formation en ligne, la vente sur Internet, parce qu'on a fait plusieurs millions d'euros de vente sur la vente de formation en ligne sur le marché VTC. Et donc du coup, on a aujourd'hui des équipes, voilà, qu'on a formées, etc. Et on était en phase de Covid et confinement, et on a certaines activités qui se prenait une grosse tarte dans la gueule. Et à ce moment-là, j'étais en train de marcher sur la plage, je réfléchis, tac, tac, tac. Et là, j'appelle Hamza, je lui dis, Hamza, fais-moi confiance. Là, dans les 2 prochaines semaines, on va mettre tout le monde sur un focus. C'est la création de ce business et de cette formation en ligne. Les gens sont confinés, les gens sont chez eux. On va tout niquer. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et on a travaillé tous comme des Chinois pendant 2 semaines. Donc, tout a été fait en 2 semaines. La formation en ligne, la formation a été créée, le tunnel de vente, les emails, le copywriting, les automatisations, tout le bordel, les publicités. Enfin, tout a été fait en 2 semaines. Donc, travail assez prouesse d'exécution technique. Vraiment, pour le coup, ouais, je dois dire que là, c'était pas mal ce qu'on a fait parce que c'était bien ce qu'on a fait et ça a vraiment été fait rapidement. Donc, évidemment, on démarrait pas de zéro, mais quand même, voilà, après, ça a été fait uniquement grâce à nos équipes. Sans elles, ça répète, on en parlera tout à l'heure, mais en termes de Pareto, très concrètement, ce qui t'apporte 80% de tes résultats, de toute façon, ça sera pas toi, ça sera tes équipes. Et là, du coup, sans équipe, c'était pas possible. Hein, j'aurais pas pu faire ça tout seul. Et du coup, on a sorti ça et ouais, les résultats ont été assez ouf parce que premier mois, je crois, on a fait 200K, un truc comme ça. Et deuxième mois, on a fait 500 000 euros de bénéfices. 500 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de bénéfices. J'étais au point, moi, j'étais en train de devenir fou. J'étais là, je me disais, mais quand les mecs vont me demander, c'est quoi ton retour sur investissement? Mais je n'avais pas de retour sur investissement parce que nos coûts d'acquisition étaient à 0 euros. Même on gagnait de l'argent sur les coûts d'acquisition. C'était un délire. Moi, j'étais en train de péter un câble qui nous a coûté très cher derrière. D'ailleurs, ce pétage de câble, on pourra en parler. Mais ouais, ça a été assez fou. C'est lancer un business en 2 semaines et au bout de 60 jours, faire 1,5 million d'euros de marge. Ça fait un truc dans ton cerveau. Je vous le souhaite pas sincèrement parce que je vous le souhaite et je vous le souhaite pas. Je vous le souhaite si vous êtes assez intelligent pour pas péter un câble et prendre de mauvaises décisions derrière, ce qui était mon cas. Mais c'était assez. Ça m'est arrivé aussi. Hein, donc, ouais. C'est ok hein, là-dessus. Hein.
J'ai eu le même. Expérience, encore une fois, hein, c'est sans regret. Hein. Je suis content d'avoir fait ces erreurs parce que du coup, on a beaucoup appris de ces erreurs. Mais effectivement, c'était c'est savoir en fait identifier l'opportunité à l'instant T. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez vous positionner sur le business en ligne, c'est le business en ligne, grosso modo, c'est nouveau. Hein, on parle, c'est quelques années, quelques dizaines d'années. Ça évolue tellement vite. Le business en ligne d'il y a 5 ans et d'il y a aujourd'hui, c'est pas le même. D'il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est pas le même. Et ça sera pas le même dans un an. Et très concrètement, ce qui fait la différence entre ceux qui ont des gros résultats et les autres, c'est votre vitesse d'exécution. Hein. C'est juste ça. C'est savoir, voilà, avec peut-être un peu de naïveté, ne pas se poser trop de questions, y aller. Bon, après, il faut quand même pas foncer comme un teubé dans un mur, savoir faire, enfin, voilà, étudier, analyser la faisabilité du projet et puis l'opportunité business. Mais c'est la vitesse d'exécution qui va faire que ça va le faire. Et là, je vous le dis, les amis, je vous le dis là aujourd'hui dans cette vidéo. Je peux pas trop en parler malheureusement parce que c'est confidentiel, mais on est en train de lancer un projet. Très concrètement, on est sur un projet licorne qui va frapper le milliard, qui peut frapper le milliard en moins d'un an. Et ce qui fera que ce projet réussira, et on refera Gérald si je suis un putain de milliardaire dans un an. Très peu de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Avec ma naïveté et mon mindset, je te dis que je le serai. Donc, pour moi, je le serai. Pas milliardaire, mais du moins la valorisation de la boîte, ou du moins une valorisation très, très énervée. Et tout va jouer dans la vitesse d'exécution. Et là, pour que la vitesse d'exécution, ça se fasse, s'entourer des meilleurs. Il n'y a pas le choix. Et les meilleurs. Et quand je dis les meilleurs, c'est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Et là, on est sur un truc bien tech, de bâtard en plus, ultra technique, pour que ce soit licorne. De toute façon, c'est dans la tech, il n'y a pas de secret. Et voilà, là, je suis en plein dedans. Donc, on en reparlera. Ça sera un business en ligne fois 1 million le truc. Donc, on en reparlera. Même dans quelques mois, ça va faire du bruit normalement dans quelques mois, si tout se passe comme prévu. C'est quoi ton plan d'action du coup par rapport à ça? Sans nous dire exactement ce que c'est, etc. Comment tu structures ton projet avant que ça se passe? C'est intéressant d'avoir ça. Là, la structuration du projet, c'est mettre en place les étapes clés milestone, c'est-à-dire quelles vont être les étapes clés de mise en place technique, d'exécution du business sur là on va dire les 30 prochains jours. Okay, qu'est-ce qui doit être fait pour ça? Et tout simplement trouver les meilleures personnes pour l'exécution de ces tâches. Voilà, tout simplement. C'est simplement ça. On sait, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, le rétro-planning en termes d'exécution, qu'est-ce qui doit être fait là dans 30 jours, parce que c'est là tout de suite, maintenant que ça va être fait, parce que si on le fait pas, on va se faire doubler, c'est sûr à 1 milliard de %. Après, on a quelques petits trucs qui vont nous donner des avantages, mais on va se faire doubler. Si on n'agit pas très vite, on va se faire doubler. Donc pour ça, c'est tout simplement mettre sur papier voilà, les étapes clés milestone, donc les exécutions techniques, ce qui doit être mis en place, noter toutes les, attends, je peux te dire, je l'ai noté sur WhatsApp parce que typiquement, voilà, je leur ai dit, là, pas plus machin. Ok, donc là, il faut noter toutes les questions, interrogations, zones d'ombre liées au projet avant de pouvoir lancer la chose. Donc l'exécution du front, du back, le temps de développement, le coût de développement de la technologie, les ressources nécessaires pour le développement. Après, il y a des trucs que je peux pas te dire, hein, et après, je peux plus rien te dire. Mais voilà, en gros, c'est baliser le recrute, quoi. Tu balises tout, et après c'est trouver les meilleurs pour ça. Voilà, trouver les meilleurs avocats, trouver les meilleurs techniciens pour l'opération, et puis après voilà, on va lancer un truc en mode MVP. L'objectif, c'est balancer. Là, je pense pour lancer le MVP, ça va nous coûter peut-être un ticket de 50 000, peut-être 100 000 euros. On va lancer MVP. Si le MVP il part comme on le souhaite, c'est plusieurs millions d'euros instantanément, en moins d'une journée. Le MVP, j'en parle souvent, mais quand même au cas où, MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est en gros, c'est lancer une offre bêta juste pour voir si ça prend en fait, hein, pour voir si ça prend. C'est offre bêta test tout simplement. Et donc du coup, MVP, on va dépenser grosso modo 50-100 000 euros pour ça. L'objectif, c'est taper plusieurs millions d'euros instantanément. Et quand je te dis instantanément, c'est en moins d'une journée. Et là, du coup, si on tape ça en moins d'une journée, c'est aller lever beaucoup d'argent pour attaquer le marché mondial. Direct.
Donc là, on va attaquer le marché français parce qu'on a des tickets d'entrée. Tu comprendras en temps et en heure et tu vas vite le comprendre. On a des tickets d'entrée pour attaquer le marché français parce que il va se passer un truc sur le marché français. Voilà, il va se passer un truc sur le marché français avec des gens très très connus. Vous les connaissez tous. Et du coup, dès que ça part, parce que ça sera un peu les ambassadeurs du projet, là on va voir les Caries, on va voir les Asiatiques parce que voilà, et on va voir le monde entier. Grosso modo. Ceux qui ont l'image là me voient sourire, mais c'est parce qu'en fait je sais que ce con il est capable de le faire. En fait. Il est capable Gérald, de le faire. N'en parle pas Hamza de ça parce que je ne veux pas le défocus de ce qu'il est en train de faire en même temps et je lui en parlerai uniquement quand il y aura du concret. Parce que là, tout ce que je te dis, il y a pas de concret encore, mais il y a pas de concret encore. Si je te disais, frère, avec qui je vais déjeuner vendredi, tu pèterais un câble. Donc le concret commence à arriver. Pas de problème. Ce soir, j'ai justement un apéro avec Hamza. On ne parlera pas de ça, on ne parlera que du choix de la bouteille et de nos anecdotes, voilà, passées. Non, promis, je ne dirai rien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir parce que je sais que tu es capable de le faire. C'est ça le pire. C'est pour ça que je souris naïvement. C'est parce que je sais que tu es. Non, puis en plus, tu vois, en fait, c'est. Les gens, là, vraiment, c'est un truc. Putain, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur et si tu veux, j'ai fait des projets avec lesquels j'étais aligné. J'ai fait des projets avec lesquels j'étais moins aligné. Bah, typiquement, tu vois, aujourd'hui, le business en ligne, qui est un succès fulgurant, on va très probablement l'arrêter parce que je suis pas aligné avec ce projet-là. Très concrètement, ce projet, je l'ai lancé par opportunité parce que j'ai su cibler une opportunité pendant le Covid, qui est de apprendre aux gens, des particuliers, à créer une formation en ligne autour de leur passion ou de leurs compétences et de la vendre. Donc c'est super parce que en soi il y a eu plein de succès, notamment une fille qui s'appelle Anaïs qui a failli déposer le bilan parce qu'elle était pâtissière, elle avait une pâtisserie, grosso modo atelier de pâtisserie à Paris, et avec le Covid, elle a failli déposer le bilan, l'argent de ma formation, et en 10 mois elle a fait 1 million d'euros de ventes grâce à nous, je peux le dire. Hein. Et donc ça vraiment ouf, tu vois. Mais la problématique, c'est que ce produit-là, pourquoi elle a réussi? Moi, je vous dis tout de suite la vérité sur les formations en ligne. La vérité sur les formations en ligne, c'est qu'il n'y a que 5% de réussite. Moi, je me suis battu, j'ai tout fait pour que cette formation en ligne, et je l'ai dit, je veux pas qu'il y ait 5% de réussite, je veux qu'il y ait plus que ça. Et la vérité, c'est que ma formation en ligne, il y a 5% de réussite. Parce que les gens, mes clients n'ont pas le mindset. Je cible des personnes qui sont pas du tout entrepreneurs, qui sont salariés, et être entrepreneur, c'est difficile. C'est se prendre des gifles dans la gueule, c'est savoir accepter l'échec, c'est savoir dompter l'échec, c'est savoir apprécier l'échec, c'est savoir apprécier la difficulté. Faut enlacer les problèmes. Si t'aimes pas ça, ne deviens pas entrepreneur. Il faut changer son paradigme de définition de ce qu'on t'a appris à l'école. Problème, difficulté. Donc c'est quelque chose à connotation négative quand tu es entrepreneur. Il faut le changer. C'est connotation positive. Il faut voir le côté positif de la chose parce que ça va t'aider à devenir plus intelligent, parce que ça va t'aider à résoudre des problèmes, parce que quand tu vas résoudre ces problèmes, tu vas justement avoir un sentiment d'accomplissement, tu vas être heureux, tu vas être bien. Et ça, ça vient pas du jour au lendemain. Et le business en ligne, et du coup, moi, je touche des personnes qui n'ont pas le mindset. Donc, déjà, outre le fait que dans la formation en ligne, tu en as qui regardent même pas la formation, et pour qu'ils aillent jusqu'au bout, c'est beaucoup de travail. C'est du travail, c'est très, très difficile d'aller jusqu'au bout. Et moi, la plupart des personnes qui ont réussi dans ma formation, c'était des personnes qui étaient déjà entrepreneurs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé le mastermind. Je suis aligné avec le mastermind. Le mastermind, je sais que je vais offrir des résultats parce que les personnes ont déjà le mindset. Ils sont déjà entrepreneurs. Le business en ligne, c'est une opportunité de business. Oui, je peux transformer des vies, mais moi, je le dis, tous les vendeurs de formation en ligne, et je me vise moi en premier lieu, faut arrêter de mentir aux gens. 95% des gens n'auront pas de résultats. C'est la vérité. Tu peux dire ce que tu veux, frérot, et c'est la vérité. C'est sûr, mais regarde, c'est comme on a tous fait un peu de sport quand on était gamin. Il y en a combien qui sont réellement devenus bons et pros en fait. Mais c'est pareil. Pourquoi monter un business, ça devrait forcément être. Moi, par exemple, je suis incapable de faire cuire un plat de pâtes. Tu vois, je pourrais jamais être cuisinier. Tu vois, c'est pareil. Tu vois, chacun. C'est ça. Voilà. Et moi, ce que j'ai peur un peu par rapport à ça, ce fameux 5%, j'y crois à 100%. Et je pense même qu'il va réduire. Ce taux de succès va réduire parce que le CPF, et je fais du CPF, et j'ai pas de problème avec ça, va donner accès à la formation, et ça, c'est une bonne chose. Mais également, ça va rendre les trucs plus mainstream. Il y aura un peu plus de shiny object dans le choix d'une formation. Les gens vont moins la suivre parce qu'il n'y aura pas l'effort financier. Et ça va être. Mais je trouve que
Je trouve que le CPF, c'est encore différent parce que les gens sont dans une démarche intentionniste de suivre ta formation. Les vendeurs de formation en ligne, dropshipping, machin truc, tu te prends la pub dans la gueule sur Facebook. Il y a pas de démarche intentionniste du prospect d'acheter ton produit. C'est-à-dire qu'il vient au webinaire, il sait pas à quoi s'attendre. La personne qui va opt-in sur ton calendrier ou ton tunnel CPF, elle veut apprendre l'anglais, elle veut devenir VTC, elle veut ça. À partir de là, j'ai pas de problème avec ça. Ils sont dans une démarche intentionniste. Tu réponds à un besoin. Les ventes de formation en ligne, mass market ou pied dans la porte, intrusion chez les gens parce que c'est ce que c'est. Voilà. Moi, je suis plus aligné avec ça et c'est pour ça que je suis 100% d'accord avec toi. Je vais arrêter de vendre cette formation, ça me représente pas. Et pour revenir à ce que je disais sur le fameux gros projet que je vais lancer, ça fait depuis 7 ans que je suis entrepreneur. J'ai fait des projets avec lesquels je suis aligné, j'ai fait des projets avec lesquels je suis pas aligné. Il y a toujours des projets avec lesquels je suis pas très aligné, mais qu'on continue de faire parce que ça nous fait manger et que ça génère de l'argent. Mais là aujourd'hui, tu vois, en fait, ça me parle depuis que je suis tout petit. J'ai cette putain de boule de feu et qui prend de plus en plus de place, de faire un putain de projet d'enculé révolutionnaire qui va changer le monde. C'est mon rêve en fait, de faire un putain de GAFA. Voilà, je vous le dis haut et fort, de faire un projet qui va changer le monde. Et ça fait depuis là, ça doit faire depuis 1 an, que je suis content, je suis bien, j'ai une vie. Franchement, j'ai une vie. On va pas se mentir, je pense que je fais partie du 99,99 des gens les mieux sur cette planète parce que j'ai l'argent, parce que j'ai la liberté et parce que j'ai le bonheur. Il y en a qui ont plus d'argent que moi, mais j'ai plus de bonheur que la plupart des gens. Je l'ai identifié, je l'ai vu, et j'ai ces 3 choses-là. Mais il manque le truc, le truc, le truc. Qu'est-ce que tu vas faire mais vraiment pour où c'est possible. Il y a 5% de chances que ça marche, mais t'inquiète pas que les 5% de chances, frérot, je vais pas les rater. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux revenir sur le mastermind? T'en parles, tu l'abordes plusieurs fois là depuis tout à l'heure. Comment c'est venu? Quel est le projet et puis les nouveautés, là, l'association, etc. Ouais, c'est un petit peu bougé récemment. Le mastermind, donc du coup, c'est vraiment pour vous qui êtes entrepreneur. Je vous recommande, peu importe votre niveau, de vraiment au moins le faire une fois pour vivre cette expérience parce que ça peut potentiellement vous transformer. Moi, j'ai rejoint un mastermind, ça doit faire maintenant le premier, c'était il y a 3 ans, il me semble. Et c'est des expériences, donc du coup, vous êtes en immersion pendant plusieurs jours avec d'autres entrepreneurs, etc. Et c'est des expériences très, très fortes. Pas que professionnelles, surtout personnelles finalement. Et la première session de mastermind que j'ai fait, moi, il y a eu un avant et un après, très clairement. Il y a eu un avant et un après. J'y allais comme un bourrin pour parler de ma stratégie de lancement orchestré, etc. Il y a des systèmes de hot seat, c'est-à-dire que vous prenez la parole devant tous les autres entrepreneurs et vous exposez vos objectifs, vos problématiques, etc. Et moi, je passais en dernier en fait. Et du coup, si j'étais passé en premier, j'aurais fait mon truc de lancement. Et vu que je suis passé en dernier, en fait, j'ai vu la tournure du mastermind et je voyais en fait que les gens, ça abordait des sujets qui n'étaient pas du tout business, tu vois. Très développement perso, très émotionnel, très perso en fait. Comme quoi, les blocages, c'est vrai, les blocages professionnels sont liés à vos blocages personnels et émotionnels. Et du coup, on arrive au premier jour. Je me dis, il est en train de se passer un truc là, c'est pas normal ce qui se passe. Il est en train de se passer un truc. Deuxième jour, je suis dans le mal absolu. Vraiment, je suis dans le mal absolu. Je me dis, ok, est-ce que je vais leur dire ou est-ce que je vais pas leur dire? Et troisième jour et tout, là j'étais mais vraiment pas bien du tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et c'est la première fois que j'ai réussi à parler de la mort de mon meilleur ami qui est mort d'un cancer du cerveau, qui était parti 2 ans auparavant. Je n'ai jamais réussi à en parler avec mes amis, avec ma famille. J'ai toujours eu un blocage. Et là, c'est la première fois que je me suis senti en fait dans un environnement sans jugement parce qu'ils ne me connaissaient pas, bienveillant, et où en fait, au lieu de faire moitié, j'ai parlé de mon pote en fait. Et c'était libératoire, mais libératoire incroyablement, parce que cet événement tragique qui est horrible, c'est aujourd'hui ma plus grande force. C'est aujourd'hui ma plus grande force parce que c'est ça qui me donne mon énergie, parce que il est là. Il est ici. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, notamment ces projets révolutionnaires que je veux faire, etc., je le fais pour lui parce qu'il n'est pas parti, il est avec moi, avec d'autres personnes et aussi avec moi. Et c'est ma responsabilité de lui faire vivre une expérience de malade mental. Et c'est une force incroyable, que je souhaite bien évidemment à personne parce qu'on est confronté à la mort et dans les conditions dans lesquelles je l'ai vécu, c'était traumatisant très clairement. Et ce mastermind-là, effectivement, m'a vraiment libéré pour que cette peine, ce chagrin, cette douleur
intense depuis trop longtemps se transforme en putain une énergie indescriptible et effectivement qui me donne un avantage concurrentiel sur tous les autres parce que souvent on me dit Robin, tu as beaucoup d'énergie, comment tu fais, etc. Bah, j'ai de l'énergie de base, mais j'ai surtout l'énergie de la mort. Voilà, sans mauvais jeu de mots, elle vient d'ici. Ça me donne, voilà, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Et en fait, je suis prêt à tout parce que j'en ai rien à foutre de tout perdre. Je sais ce que c'est perdre. J'ai compris ce que c'était la gravité. J'ai compris ce que c'est ce qui est grave dans la vie. Ok, j'ai compris ce que c'est de se plaindre et d'être triste. Ça t'arrive d'être pas bien dans ta vie, ça t'arrive d'avoir des coups de mou, ça t'arrive d'être triste. Mais quand tu fais face à des événements comme ça, eh ben, tu as la possibilité d'avoir une prise de recul incroyable et ultra puissante. Et en fait, c'est horrible, mais d'une certaine manière, à partir du moment où voilà, il était parti, machin truc, et que je me suis senti libéré, en fait, je suis dans l'optique où j'ai une sorte de libération à l'intérieur de moi, et je suis prêt à tout. Et j'en ai rien à foutre, et je suis prêt à tout, et il n'y a rien, ni personne, qui m'arrêtera parce que je n'ai pas peur de tout perdre. Et c'est pour ça aussi qu'on se lance aussi vite, et c'est pour ça qu'on fait tout ça, parce que ceci explique cela. Hein. Il y a tout le temps des explications, et ben moi c'est effectivement un moteur ultra puissant chez moi. Et pour revenir du coup sur le mastermind, ça a été un événement incroyable. Maintenant sur la partie business, effectivement, c'est game changer parce que vous êtes avec des gens qui sont hyper avancés, qui vont vous donner beaucoup de conseils. Vous allez créer un réseau, vous allez créer des amitiés, trouver des clients, trouver des partenaires, créer des associations potentielles. C'est exceptionnel. En termes de vecteur d'opportunité, il n'y a pas plus puissant qu'un mastermind. Ça vous ouvre les portes des personnes, le réseau des personnes qui sont dans le mastermind et potentiellement les portes de leur propre réseau. Donc, c'est un effet démultiplicateur d'opportunités. Donc, c'est exceptionnellement fort. Et puis après, au-delà de ça, l'expérience humaine vécue, c'est du kiff. C'est du kiff ultime. Vous allez passer des bons moments. C'est un peu le moment aussi de souffler, de sortir à la tête du guidon, enfin tout le temps la gueule dans l'opérationnel, etc. C'est le moment de faire un break, de retrouver ses copains business et d'aller kiffer. Donc franchement, en faites-le, c'est exceptionnel. C'est vraiment, au moins faire une fois, vous n'avez rien à perdre. Faites-le une fois, et puis voilà, si vous n'aimez pas, vous arrêtez. Et du coup récemment, suite au premier événement, il y a eu au premier événement du Mastermind, vous avez fait rentrer 2 personnes dans le projet, Alec et Amine. Ouais. Comment ça s'est fait en fait? Comment ça s'est goupillé tout ça? Ouais, alors du coup, Alec et Amine, ce sont deux personnes qu'on a déjà associées sur d'autres sociétés, notamment un cabinet d'expertise comptable et après d'autres projets qu'on est en train de lancer ensemble. Et en fait, tout simplement, eux-mêmes avaient, parce que eux, ils sont vraiment pour le coup très axés vente de formation sur le business en ligne, etc., beaucoup plus que nous, et avaient bien évidemment dans la logique de l'évolution de leurs différents projets, avaient la vision de créer un mastermind. Ils nous en ont parlé et effectivement, c'est malsain d'être associé sur des boîtes et d'être concurrent sur d'autres, parce que là on aurait été concurrent frontal. Donc dans une logique, on a décidé de s'associer parce que ça aurait été malsain, et surtout qu'on est beaucoup plus fort ensemble parce que eux c'est vraiment des experts dans tout ce qui est acquisition et conversion, et nous on a aussi des bonnes compétences dans tout ce qui est organisation, structuration, professionnalisation d'une structure et création d'écosystèmes. Et encore une fois, voilà, le business c'est une aventure humaine. C'est pareil, c'est faire ça avec une bande de copains, on s'entend super bien avec eux, et l'aventure elle est plus marrante, plus on est de fous, plus on rit, hein, ça va pas plus loin que ça. Voilà tout simplement pourquoi on a décidé d'être avec eux. Ok, c'est top, en tout cas je suis sûr que ça va être de grands moments. En tout cas la première session, on a passé une bonne petite soirée, hein. On ne pourra pas tout raconter, mais c'était pas trop mal. Tu seras où dans 20 ans, toi, tu penses? Alors ça, je peux pas te dire, sincèrement, je peux pas te dire où je serai dans 6 mois. Je me pose pas de questions, je vis l'instant présent. Moi, j'ai compris une chose. J'ai trop vécu dans le passé, j'ai trop vécu dans le futur, surtout dans le futur. Et il faut se reconnecter à l'instant présent. Et je suis connecté aujourd'hui. J'essaye. C'est difficile quand on est entrepreneur, parce qu'on est très connecté au futur quand on est entrepreneur. Trop. Et j'essaie vraiment de me reconnecter au présent, de me concentrer sur là ce que j'ai à faire tout de suite maintenant. Et le monde va tellement vite. Regarde.
l'ère, le Covid qu'on s'est pris, tout change, tout évolue. On verra ce qui se passera dans 6 mois. Je m'en branle. Moi, je sais que je suis bien maintenant, je suis heureux, je suis épanoui. Je veux continuer à cultiver ça. Mon objectif numéro 1 avant tout, c'est de cultiver mon bonheur et mon épanouissement. Parce que si j'arrive à être l'homme le plus heureux du monde, je vais pouvoir créer le projet le plus ambitieux du monde. Sans ça, ça marchera pas. Si je suis malheureux dans ma vie, si je suis pas bien, si j'ai des émotions négatives, je vais pas pouvoir y arriver. Je vais pas pouvoir y arriver. Donc, il faut que je cultive mon bonheur. Donc, où est-ce que je serai dans 20 ans? Je serai en train de kiffer. Je sais pas où, mais en train de kiffer, ça, c'est sûr et certain. Ça me va. J'ai 3 questions que je pose en fin d'épisode. Si tu pouvais, en un claquement de doigts, 0 effort, rien du tout, maîtriser la compétence que tu veux, ça serait quoi? La compétence que je veux, ça serait... je dirais le recrutement, être le meilleur recruteur du monde pour trouver les meilleures pépites, mais ça me casse les couilles de faire ça. Ça serait ça sans le faire, en fait. En gros, ça serait le meilleur recruteur de recruteurs. Ouais. Voilà, c'est ça, d'être le meilleur recruteur de recruteurs, très clairement. Ça se joue ici, les gars. Hein. Ça va pas plus loin. Tu veux péter, bon, le million, tu peux aller le chercher tout seul, mais tu veux péter les 10e, les 100e, le milliard, équipe. Et il faut les meilleurs. C'est tout. Ça va pas plus loin, c'est tout. Voilà, c'est équipe, c'est tout. Voilà, c'est eux qui vont construire ta boîte, c'est pas toi. Toi, t'es le visionnaire. Tu vas donner l'impulsion, tu vas prendre le micro, tu vas le frapper sur ta tête, tu vas les transcender. Mais c'est tout. Ton job, il s'arrête là. Enfin, en tout cas, moi, mon job, ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là, c'est tout. Et je m'entourer des meilleurs, c'est tout. Voilà, c'est une compétence que je veux vraiment développer. M'entourer des meilleurs. C'est la compétence la plus absolue. Vous êtes mauvais dans 99% des domaines. Cherchez pas, vous êtes des merdes dans la plupart des et même là où vous êtes bon, il y a meilleur que vous. Il faut redescendre sur terre. Il y a meilleur que vous partout. Et du coup, fallait chercher les meilleurs. C'est tout. Si tu avais 24 heures pour être réincarné dans ce que tu veux, qui tu veux, ce que tu veux, tu choisirais qui, tu choisirais quoi? Franchement, je me choisirais moi parce que j'ai vraiment confiance en mon moi futur. J'ai confiance en mon moi futur. Aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai fait parce que c'est cool, mais il me manque ce truc. Il me manque ce truc. Donc j'ai envie de me dire moi et j'ai envie de me faire confiance et dans 10 ans, dans 20 ans, pour répondre à ta question, d'être à la tête de quelque chose de gros, de grand. Vraiment. Et si tu pouvais revenir en arrière et changer un paramètre, une décision que tu as prise, ça serait quoi? En fait, il n'y aurait pas vraiment de... Je ne changerais pas ce qui s'est passé parce que même les erreurs que j'ai faites m'ont construit aujourd'hui et ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis pas parfait, je suis loin de l'être, mais je suis par contre dans une volonté vraiment très forte de m'améliorer en fait. Et moi, il y a un truc qui marche avec moi, c'est de me prendre des murs dans la gueule, de provoquer l'échec et de faire des erreurs. Donc, en fait, j'ai pas de problème avec les erreurs et des erreurs de parcours que j'ai pu faire parce que c'est ce qui me construit, c'est ce qui me définit, c'est ce qui me permet d'aller plus vite, plus fort. Et à partir de ce constat-là, finalement, je suis OK avec ce que j'ai fait. Après, ouais, mais il y a des petites erreurs que j'ai fait. Ça va plus être dans les relations humaines avec des gens proches, des erreurs que j'ai pu faire dans ma vie personnelle avec des gens proches qui m'aiment, que j'ai pu décevoir parce que je me suis comporté comme une grosse merde et que j'étais la dernière des merdes très clairement. Ouais, mais c'est à ce niveau-là. C'est vraiment, niveau professionnel, j'ai pas de regrets. Niveau personnel, j'ai été une sacrée merde sur 2-3 trucs. Ouais. Et ça, du coup, ouais, je le regrette vraiment, vraiment, vraiment. Et si je pouvais changer les choses, évidemment, je le ferais. Parce que il s'agit pas de moi, il s'agit des autres. Et quand il s'agit de moi, je m'en fous. Mais quand il s'agit des autres, voilà, je suis aujourd'hui très, très déçu de moi, de mon comportement, de ce que j'ai fait, en particulier avec une personne. Je suis très, très déçu de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai vraiment pas assuré sur le coup. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai compris, je le referai plus. Mais voilà, ça me fait mal au cœur de penser que j'ai pu faire autant de mal à la personne qui m'aimait le plus au monde. Et c'est comme ça. Et voilà. Mais ça, effectivement, ouais, c'est un regret. Donc c'est plus vraiment au niveau personnel parce que je suis un petit con dans l'âme et que voilà. Et voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment faisant des erreurs qu'on apprend. Et aujourd'hui, voilà, en étant dans
nouvelle relation pour le coup. Du coup, j'ai complètement changé parce que c'est en changeant que j'ai vraiment pris conscience à quel point, putain, mais c'était pas possible de faire ce que je faisais, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, c'est plus, on va dire, à ce niveau-là que ça a été, c'est le seul regret vraiment que je peux avoir, c'est sur les relations que j'ai pu avoir dans ma vie et ce que j'ai pu laisser derrière. Et malheureusement, c'est pas beau. Voilà. Mais c'est comme ça. Après, là-dessus, c'est hélas souvent la norme. Hein. On passe pendant qu'on se construit, forcément, on fait des dommages, quoi. Ça, c'est comme ça. En tout cas, moi, je me sens très concerné par ce que tu dis. J'aurais pu répondre la même chose, en tout cas. C'est quoi la suite pour toi? Donc, tu nous as parlé de ce projet licorne, mais sinon, la suite là à court terme, c'est quoi? Là, la suite à court terme, du coup, je suis jusqu'au 22 juin à Dubaï. Donc, alors, on fait cette vidéo, on est le 12 mai. Donc, je reste encore un mois et demi. C'est de rencontrer un maximum de personnes parce qu'il y a vraiment, c'est fou le nombre de personnes que tu peux rencontrer. Rencontrer un maximum de personnes. Ensuite, du coup, Mastermind là, dans un mois et demi. Ensuite, après, un petit peu sud de la France, comme on en parlait tout à l'heure. Je vais aller un peu à Ibiza. J'aimerais aller en Colombie et aussi à Bali. Donc, voilà, l'été, le mois d'août, je ne travaille jamais, je ne regarde jamais mes mails. C'est vacances, c'est fête, c'est copains et voilà. Donc là, c'est vraiment, ça va dépendre vraiment du projet qui est en cours. Mais bon, là, s'il ne doit pas y avoir de vacances, il n'y aura pas de vacances pour le coup. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais là, continuer à kiffer en fait, tout simplement. C'est top. Si on veut te suivre, tu communiques pas mal sur Insta. Si on veut regarder un peu ton travail, voir où est-ce qu'on peut te contacter, où est-ce qu'on peut checker tout ça. Le seul moyen de rentrer en contact avec moi, effectivement, ça va être Instagram. Après, le reste, ça va être compliqué. C'est pas moi qui gère mes réseaux. Donc, Instagram, c'est moi qui le gère. Donc, si vous voulez m'envoyer un message, vous tapez Robin Janssens sur Insta et puis vous me trouverez. Je discuterai avec vous avec plaisir, bien sûr. Très bien. Les portes du Mastermind, c'est ouvert jusqu'à quand? Alors, le Mastermind restera ouvert tout le temps. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que du coup, à chaque rencontre, là, typiquement, il y a une rencontre il y a à peu près un mois et demi. En gros, à chaque fin de rencontre, on ouvre les portes pendant un mois. Voilà. Donc, il y a un mois pour rentrer. Et ensuite, les portes sont fermées pendant 2 mois. Et après, elles rouvrent après chaque rencontre pendant un mois. Parce qu'après, en termes d'organisation, si on laisse tout le temps ouvert, c'est trop compliqué. Donc, on fait séquencer comme ça. Ok. Donc, si on veut rentrer entre le moment où on tourne, le moment où on diffuse, etc., ça sera début juillet, quoi. Ouais. Ça sera trop tard parce que là, fin mai, ça sera trop tard. Mais ça sera pour le prochain, c'est pas grave, ça sera pour octobre. Yes. Bon, mais c'est top. Merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Ultra transparence comme d'habitude. De toute façon, j'avais pas de doute en t'invitant que tu nous lâcherais du gros, du lourd. Et puis je te dis à bientôt. Ciao. Yes. Merci beaucoup, Gérald, pour l'invitation. Et puis à bientôt. Ciao, bye bye.